Allez, aujourd'hui on fait un petit voyage dans le temps. On remonte aux origines d'Internet pour parler d'un de ses tout premiers protocoles de routage, RIP. Faut l'imaginer un peu comme l'ancêtre, le grand-père de tous les GPS qui guident nos réseaux aujourd'hui. Un peu lent, un peu têtu, mais fondamental. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, posons-nous une question toute bête. Comment est-ce que les données font pour trouver leur chemin dans le gigantesque labyrinthe qu'est un réseau? C'est exactement à ce problème que des protocoles comme RIP ont tenté de répondre. Alors, entrons dans la mécanique. Pour comprendre comment RIP fonctionne, il y a une image très simple à garder en tête. Le routage par rumeur. L'information ne va pas d'un point A à un point B directement. Non, elle se propage, de proche en proche, de voisin à voisin, un peu comme un secret qu'on se chuchote à l'oreille. RIP fait partie de ce qu'on appelle les protocoles de routage dynamique. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de tout configurer à la main, routeur par routeur, ce qui serait un cauchemar, on laisse les routeurs discuter entre eux. Ils se partagent des infos pour dessiner eux-mêmes la carte du réseau, et ce, de manière automatique. Et pour être un peu plus précis, RIP est un protocole à vecteur de distance. C'est un nom un peu barbare, mais ça illustre parfaitement l'idée de la rumeur. Chaque routeur ne sait que ce que ses voisins directs lui ont dit. Il n'a absolument aucune vue d'ensemble du réseau. Il fait juste confiance à l'info qui vient d'à côté. Ok, mais comment RIP décide quel est le meilleur chemin si tout ce qu'il a, ce sont des rumeurs? Eh bien, sa méthode est, disons, très basique. Il compte le nombre de routeurs qu'il faut traverser. C'est ce qu'on appelle le nombre de sauts. Le chemin qui a le moins de sauts est déclaré vainqueur. Simple. Mais attention, il y a une limite hyper importante. 15 sauts maximum. Si une destination est à 16 sauts, pour RIP, c'est comme si elle était sur une autre planète. Elle est tout simplement inaccessible. Alors, comment ce système de rumeurs qui a l'air un peu bancal ne tourne pas au chaos complet? La réponse, elle tient en un seul mot, les temporisateurs. RIP est engagé dans une véritable course contre la montre pour maintenir une information à peu près cohérente. Premier chiffre clé, 30 secondes. C'est le temporisateur de mise à jour. Toutes les 30 secondes, top chrono, chaque routeur diffuse l'intégralité de sa carte, de sa table de routage, à tous ses voisins. C'est un peu comme s'il criait en boucle « Salut tout le monde, voilà tout ce que je sais en ce moment ». Ensuite, 180 secondes. Ça, c'est le temporisateur d'invalidité. Imaginez, si un routeur n'a aucune nouvelle d'une route pendant 180 secondes, soit 6 mises à jour manquées, il commence à se méfier. Il ne la supprime pas tout de suite, mais il la marque comme potentiellement en panne. Et là, pour éviter que le bazar s'installe, un autre timer de 180 secondes démarre, le roll down ou temporisateur de maintien. Pendant ce temps, le routeur met la route en quarantaine. Il va ignorer toute nouvelle information sur cette route qui serait moins bonne que l'original. C'est une sécurité pour empêcher une mauvaise rumeur de la ressusciter par erreur. Et finalement, le coup de grâce, le temporisateur de suppression. Si au bout de 240 secondes au total, il n'y a toujours rien de neuf, alors là, c'est fini. La route est complètement effacée de la table. Pour le routeur, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est cette mécanique, cette gestion du temps, qui nous amène tout droit au plus gros, au plus célèbre problème des protocoles à vecteur de distance, le comptage jusqu'à l'infini. C'est la question qui tue. Que se passe-t-il quand la rumeur qui se propage est fausse? Quand une information incorrecte se répand plus vite que la correction? Eh bien, ça crée un phénomène bien connu, les boucles de routage. Alors, décortiquons ensemble comment ça arrive. C'est presque un drame en plusieurs actes. Acte 1. Une liaison réseau tombe. Le routeur A, qui est juste à côté, s'en rend compte. Il se prépare à dire à tout le monde « Attention, cette route n'existe plus ». Mais, acte 2, avant qu'il ait eu le temps de prévenir son voisin, le routeur B, ce dernier lui envoie sa mise à jour périodique et lui dit, en toute innocence « Hé, salut, au fait, je sais comment aller à cette destination, il faut passer par toi ». Et là, c'est le drame. Le routeur A, qui vient de perdre sa route directe, entend cette rumeur, la croit et met à jour sa propre table en se disant « Ah super, B a un chemin pour moi ». Et voilà, le piège s'est refermé. A pointe vers B, B pointe vers A. La boucle est créée. Le vrai souci, c'est que les deux routeurs sont maintenant coincés. Ils vont se renvoyer cette fausse information en boucle et à chaque échange, le nombre de sauts va augmenter. 2, 3, 4, 5. Les données envoyées sur cette route tournent en rond sans jamais arriver à destination et le compteur continue de grimper jusqu'à atteindre la fameuse limite de 16. C'est seulement à ce moment-là que les routeurs se disent enfin « Bon, ok, cette route est vraiment inaccessible ». Et tout ce temps qu'il a fallu au réseau pour se rendre compte de l'erreur et se stabiliser, c'est ce qu'on appelle une lente convergence. C'est sans aucun doute le plus grand talon d'Achille de RIP. Heureusement, les ingénieurs ne sont pas restés les bras croisés. Face à ces faiblesses, une solution a été développée pour moderniser un peu tout ça. RIP version 2.
Le problème numéro 1 de la première version de RIP, son péché originel, c'était d'être classful ou avec classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne comprenait pas les masques de sous-réseau personnalisés. Pour lui, un réseau était soit de classe A, soit B, soit C, avec des tailles fixes. C'était beaucoup trop rigide pour les réseaux modernes, où on a besoin de découper les adresses en plein de petits morceaux de tailles différentes. Et RIP V2 a donc apporté des améliorations vraiment cruciales. Premièrement, il est devenu classless, donc sans classe. Enfin, il comprenait les sous-réseaux de n'importe quelle taille. Deuxièmement, il est passé du broadcast au multicast. Au lieu de crier ses mises à jour à tout le monde sur le réseau, il les envoie discrètement à une adresse spéciale que seuls les autres routeurs RIP écoutent. Et troisièmement, un peu de sécurité a été ajouté avec l'authentification. Et concrètement, pourquoi c'est si important? Eh bien, le sans classe, c'est juste non négociable aujourd'hui pour gérer efficacement les adresses IP. Le multicast, ça réduit énormément le bruit inutile sur le réseau, le rendant plus performant. Et l'authentification, c'est un peu comme un garde du corps. Ça empêche un routeur malveillant de s'incruster et d'injecter de fausses informations pour détourner le trafic. Bon, on arrive au bout. Avec toutes ces limites, même après avoir été amélioré, quelle est la place de RIP dans notre monde actuel? Est-ce que c'est juste une pièce de musée? C'est le moment de conclure. Parce que, soyons clairs, même avec le lifting de la version 2, les deux problèmes fondamentaux sont toujours là. Sa lenteur exaspérante à réagir au changement et cette limite ridicule de 15 sauts, complètement inadaptée au grand réseau d'aujourd'hui. Mais alors, tout ça pour rien? Pas du tout. L'héritage de RIP, il est ailleurs. En fait, c'est une formidable leçon d'histoire. Pour vraiment saisir pourquoi les protocoles modernes comme OSPF ou EIGRP sont si intelligents et si efficaces, il faut d'abord comprendre les problèmes qu'ils ont été conçus pour résoudre. Et ces problèmes, c'est RIP que nous les a montrés sur un plateau d'argent. Il a été le pionnier qui a essuyé les plâtres pour tous les autres. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus philosophique. Dans notre monde technologique, obsédé par la performance et la complexité, est-ce qu'il y a encore une place pour des solutions simples, justes, suffisantes? C'est peut-être ça, la grande leçon de RIPS. Parfois, comprendre les fondations, même simples et imparfaites du passé, c'est la meilleure façon de maîtriser la complexité du présent. Merci d'avoir écouté cette analyse.